BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille à présent Christian Fontaine pour la rédaction du Revenu. Bonjour Christian. Bonjour à tous. Et Stéphane Van Nuffel pour Net Investissement. Bonjour Bonjour Stéphane. tout le monde. Merci bonjour. à tous les deux d'être là pour débattre des placements alternatifs. Vous avez envie de nous parler des montres, de l'art, des NFT, voire des baskets. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Christian? C'est à la mode, mais à raison? Alors, une petite question pour commencer, mon cher Cédric. Savez-vous à l'instant T combien il y a de sites internet qui proposent en toute illégalité ce que l'AMF appelle des placements divers, des placements en biens divers, alors en whisky, en bitcoin d'investissement, en cheptel, en container, en... Devinez combien y a-t-il de sites internet qui proposent ce type de placement en toute illégalité en ce 13 juin 2022 ? Aucune idée. 1800, pas un de plus, pas un de moins. Accessible en France. Accessible en France, et ce n'est pas le Revenu qui le dit, mais l'AMF, le gendarme des placements, et tout un chacun peut vérifier sur le site internet. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes affaires à réaliser en investissement dans les placements atypiques, ça veut dire simplement prudence. 3 règles d'or pour gagner avec des placements autres que les traditionnels placements financiers et placements immobiliers. D'abord, se méfier d'une promesse de rendement mirifique. Aucun discours ne doit vous faire oublier qu'il n'y a pas de rendement élevé sans risque élevé. Deuxièmement, toujours s'interroger sur la façon dont vous allez sortir de votre investissement. Acheter des diamants d'investissement, investir dans des containers, investir dans des NFT, dans du bitcoin d'investissement. Tout ça, c'est très facile. Est-ce qu'en sortir, c'est récupérer votre mise après gain ou perte? Donc, c'est une question qu'il faut se poser le jour de l'investissement. Troisième règle d'or pour gagner avec les placements alternatifs, s'interroger sur le sérieux et bien sûr la solvabilité de la société qui vous propose d'investir dans ce type de placement. On ne le répétera jamais assez, les placements en biens divers, donc autres que financiers ou immobiliers, les placements traditionnels, aujourd'hui sont contrôlés avec, je dirais, par les autorités de marché. En tout cas, pour vous proposer un investissement en biens divers, les plateformes Internet doivent être enregistrées. Il faut savoir qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a que 8 placements, 8 intermédiaires en biens divers qui ont été agréés par l'AMF, 6 en vin, 1 en forêt, 1 dans le domaine de l'élevage. Donc oui, on peut faire, je dirais, des bonnes affaires avec les placements alternatifs, mais en tout cas, il faut agir avec un minimum de méthodologie et de sérieux. Stéphane. Alors, vous savez, on est avant l'été et souvent avec Christian, on a fait ça fait quelques années qu'on fait ça. Parce que quand on parle de placement alternatif, ce qu'on essaye de sous-entendre, c'est placement plaisir, c'est placement connaissance, c'est placement palpable. C'est-à-dire qu'on essaie de conseiller aux gens de temps en temps dans leur portefeuille global de patrimoine, là c'est le CGP qui parle, conseiller en gestion de patrimoine, de faire un peu de temps en temps des choses un peu ludiques. J'allais dire funky, on va pas jusque-là parce que ça reste quand même encadré, comme l'a dit Christian. Donc, les pièges, forcément, ils s'ouvrent. Parce que déjà, si on parlait simplement d'immobilier, un des plus grands pièges depuis 20 ans qu'il faut que je surveille lorsque j'accompagne un client, c'est qu'il ne rentre pas trop dans son propre affectif. Parce que lorsqu'on parle de placement alternatif, souvent, ces plateformes Internet font appel à l'affectif des gens et vont en fait les chercher sur quelque chose qui les touche. L'exemple parfait, c'est tout ce barouf, alors bien ou pas bien, on va en discuter, autour des cartes de collection, etc., qui rappellent pour des petits garçons que nous étions, les cartes images des footballeurs, les images de footballeurs où on échangeait, surtout pour leur coupe de cheveux mulettes de l'époque, parce que nous on a connu les années 70 et 80, et c'était même de l'esthétisme capillaire. Mais donc, principal sujet, je rebondis sur ce que dit Christian pour ne pas redire la même chose. Évidemment, les placements alternatifs, les placements plaisir ne doivent pas dépasser 5 ou 10% maximum d'un patrimoine. Donc, la première chose et la seule chose peut-être à dire ce matin pour commencer, c'est attention à ne pas, parce qu'aujourd'hui on rentre dans l'ère un peu du grand soir. Tout le monde veut devenir millionnaire du jour au lendemain. Et donc en fait finalement ces placements alternatifs beaucoup moins régulés, qui ne répondent pas à des règles peut-être qui sont en place depuis des dizaines d'années, voire des centaines d'années quand on parle de droit, et du droit civil français, forcément c'est les seuls peut-être qui peuvent vous offrir la crypto, les chaussures, etc. Ce moment où en mettant $150 le lundi, vous allez avoir $4000 le vendredi. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le lundi d'après, vous aurez peut-être plus que 120, voire rien du tout. Donc c'est là-dessous, il faut être très très regardant, parce que
affectif, placement alternatif, qui soit agréé ou au moins enregistré auprès de l'AMF. Parce que déjà enregistré, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas calibrés comme étant des choses à fuir. Il faut donc prendre vraiment raison garder. On se fait plaisir en essayant de gagner un peu d'argent et de sécuriser son capital. On évite encore une fois d'aller chercher... on se fait, oui, d'accord, j'entends bien votre aspect plaisir. Enfin, excusez-moi, autant éventuellement des forêts, éventuellement des chaussures, éventuellement une bouteille de vin ou une œuvre d'art, il y a un plaisir, on détient quelque chose. Voiture de collection, une crypto, montre. on détient rien. Et les NFT, enfin les œuvres d'art virtuelles, j'ose même pas en parler. Ah, teasing, il fait le teasing. On va y venir. Hein? On va y venir. Qu'est-ce qu'il faut, voilà. Est-ce qu'il y en a que dans cette gamme de placements entre guillemets plaisir ou alternatif, est-ce qu'il y en a qu'il faut éviter, fuir, dénoncer? Alors, celle qu'il faut sans doute éviter, diamant d'investissement d'abord. Quand vous tapez diamant d'investissement sur votre moteur de recherche préféré, 3 290 000 sorties. Voilà. Alors oui, au diamant bien sûr comme bijou, non comme investissement. Tout simplement, il y a autant de prix, il y a autant de qualité que de diamants, que d'intermédiaires. Donc c'est un marché très opaque. Les diamants sont les meilleurs amis des femmes, chantait Marilyn Monroe. Donc alors peut-être, mais ils ne sont pas ceux forcément les amis des investisseurs. Donc passez votre chemin. Prudence aussi, et là il faut bien que j'entretienne un tout petit peu mon image de doux investisseur conservateur et un peu ringard avec sur les bitcoins. Là je vais faire un tout petit peu hurler, mais c'est vrai qu'au revenu, on considère que le bitcoin est davantage un outil spéculatif que de l'or numérique. On ne peut pas considérer qu'un actif qui varie du simple au double sur 12 mois glissants soit une valeur refuge. En matière de bitcoin, alors je citerai, elle date un tout petit peu, mais l'AMF, parce que tout est dit. Gardez à l'esprit que le Bitcoin repose sur un marché non régulé. Cette monnaie virtuelle n'a pas de cours officiel. Il s'agit d'un environnement informatique qui a ses propres règles et qui peut s'avérer non adapté aux personnes qui ne sont pas suffisamment technophile et averti. Compte tenu de sa forte volatilité, ce marché est risqué. C'est écrit par l'AMF, ça date un tout petit peu, mais ça demeure d'actualité. Vous vouliez 2 exemples très concrets et un point de vue tout en nuance du revenu. Vous l'avez sur le diamant d'investissement et le bitcoin, mon cher Cédric. Donc ça, c'est fait. C'est fait. Il y en a 2 qui... Alors, on peut y revenir sur le bitcoin. Il faudrait nuancer, mais on a 2 minutes à l'heure. Non, mais en plus, ça reste quand même des classes d'actifs qu'il faut surveiller, même les diamants d'investissement. Enfin, on veut dire, on va pas apprendre que les diamantaires sont des gens qui s'en sortent très bien. Très rapidement, moi je n'aime pas exclure, vous le savez Cédric, je dirais juste en ce moment, peut-être, c'était pas le cas il y a 1 an ou 2, quand on a déjà fait une chronique de ce type-là, j'apporterais des gros freins sur 2 catégories, très simples, pour donner l'exemple aux gens qui veulent le faire, d'être très vigilants. 1, les montres de luxe. Moi, je connais pas mal d'amis, j'ai des gens qui ont fait des très belles affaires. Vous avez reçu beaucoup de spécialistes sur ce plateau ces 4-5 dernières années, voire même plus, que le marché de la montre de luxe, évidemment, a été une vraie valeur refuge, y compris pendant le confinement, etc. Aujourd'hui, les prix sont devenus extrêmement élevés. Et la rareté des matières premières, la construction devient encore plus compliquée. Donc là, les prix, je trouve, s'envolent de façon un peu déraisonnée. Et l'autre partie, c'est qu'attention, à partir du moment où vous commencez à rentrer sur des montres Rolex, Gégère Lecoultre, Audemars Piguet, enfin ces marques-là, un peu haut de gamme, vraiment pour avoir un actif sécurisant, mais aussi vous permettant d'espérer toujours de la plus-value à court terme, même parfois, et il faut les sécuriser, parce que figurez-vous que vous avez 80% d'augmentation des vols de montres, en particulier en Île-de-France, parce que ça devient évidemment des valorisations tellement énormes que là, à ce moment-là, ça vaut malheureusement le coup pour des gens mal intentionnés. Donc attention, parce que je vois de plus en plus de collectionneurs qui ne sortent plus leurs montres, ils restent dans des coffres, dans des actifs, et en fait on perd le côté plaisir de l'investissement, parce qu'avoir 10 belles montres c'est très bien, dans un coffre-fort c'est vachement moins sympa à mon avis. L'autre point de regard, c'est sur les sneakers. Alors autant vous dire, je vous les montrerai pas parce qu'aujourd'hui j'ai des chaussures assez soft, mais moi j'adore ça. Je suis la génération Michael Jordan, donc je suis la génération de ces chaussures qui explosent en ce moment. Je trouve ça passionnant, ces plateformes qui créent, ces créateurs qui en ajoutent. Il y a un business derrière énorme parce que des couturiers, des sportifs évidemment créent des marques ensemble pour aller chercher de la rareté et donc de la valorisation. Attention juste, parce que là on le voit, ça déroule aux contrefaçons. Donc voilà, autre chose, dans le placement plaisir et dans le placement alternatif, ça rejoint ce que disait Christian. Si vous n'êtes pas si c'est dérégulé et déconventionné, il y a un risque à un moment donné que si vous n'êtes pas un spécialiste, si vous n'êtes pas un vrai spécialiste, à un moment donné vous ne pourrez pas y arriver. Vous avez des plateformes très connues qui aujourd'hui ont carrément pris une équipe d'une 20aine de spécialistes qui sont là
que pour certifier votre actif. Donc attention à ces deux choses-là. Le risque d'assurance et de stockage quand vous avez des montres très chères et le risque de contrefaçon, y compris sur des sneakers, parce qu'il y en a quelques-unes qui montent en dizaines de milliers d'euros aussi. Le marché prévisionnel d'ici 2025, c'est 6 milliards sur les sneakers, les baskets. Donc je pense que il faut être quand même très très vigilant parce que si vous achetez 3 000 € une paire de baskets et il s'avère que ce soit une fausse, ça va piquer. Bon, ça veut dire que face à ces offres un peu pléthoriques, parce que, et puis surtout qui émergent et qui se diffusent par le biais des réseaux, etc., c'est pas simple de savoir. Alors effectivement, il y a cette liste à laquelle on peut se référer, mais qui est encore pour le moment très étroite et qui tendrait à vouloir dire n'y allez pas. À l'AMF, comment est-ce qu'on fait Alors, si on peut, il faut parfois revenir aux fondamentaux. Vous savez, la France, c'est un pays de paysans, donc au revenu, on vous propose tout simplement, en fait, d'investir dans deux classes d'actifs directement liées à la terre. Vous les évoquiez tout à l'heure, la forêt et le vin. Alors, la forêt, certes, ça rapporte pas grand-chose, autour de 1 ou 2%, mais il y a une progression régulière des prix, peu ou prou indexés sur l'inflation avec l'accélération de la hausse des prix. C'est vraiment tendance. Plus de 2,8% quand même le prix des forêts en 2021. Surtout sur le plan, je dirais, fiscal. Donc, alors, c'est un actif très intéressant puisque la valeur des bois et forêts échappe à hauteur de 75%, donc aussi bien pour l'IFI que pour les droits de donation et de succession, et sans plafond, ce qui fait que les forêts, historiquement, donc alors c'était vraiment un outil de défiscalisation utilisé par les grandes fortunes. Alors, bien sûr, vous pouvez investir en direct dans une forêt. Il faut savoir que l'hectare en moyenne s'échange à 4 410 €. Je vous vois opiner du chef, mon cher Cédric, donc vous avez calculé qu'avec 100 000 €, vous pouvez vous offrir environ une forêt d'une vingtaine d'hectares. Bon, en pratique, ça reste relativement compliqué, surtout si vous habitez une grande ville. Donc, vous pouvez aussi investir à plusieurs dans ce qu'on appelle des groupements fonciers forestiers. Donc, vous rassemblez plusieurs investisseurs qui achètent ensemble et exploitent des parcelles. D'ailleurs, généralement, l'exploitation est confiée à un professionnel. Donc voilà, c'est une façon, je dirais, de mettre un tout petit peu, de verdir votre patrimoine et aussi à hauteur de 5 ou 10% d'investir dans un actif réel qui sur le long terme va se valoriser. Et puis vous avez le vin. Alors là aussi, le vin, c'est un actif beaucoup plus dispendieux que la forêt. Les derniers chiffres sont tombés des SAFER. Le prix moyen d'un hectare de vigne AOP, mon cher Cédric, 150 000 € tout de même. Le prix moyen d'un hectare de champagne, 1 million d'euros, tout de même. Donc bon, à moins d'avoir effectivement les poches bien pleines. Les poches bien pleines aussi. Les deux, il faut l'un et l'autre. Les poches bien pleines et d'avoir les connaissances nécessaires. Vous n'allez pas exploiter en direct un domaine viticole. Donc là aussi, il y a des produits intermédiaires, ce qu'on appelle les groupements fonciers des groupements fonciers viticoles, où vous rassemblez à plusieurs investisseurs pour acheter une parcelle et l'exploiter en commun. Là aussi, sur le plan fiscal, sur le plan de l'IFI et des droits de succession de donation, c'est très intéressant. Alors, c'est vraiment un produit de passionné. Une fois par an, vous allez tous vous retrouver ensemble sur le château de la propriété. Bon, vous allez assister à la lecture des comptes de l'année précédente. Ça, c'est pas très sympathique, mais en tout cas, c'est un peu rébarbatif. Mais ensuite, vous allez prendre un verre ensemble et vous repartirez avec votre dividende versé en nature liquide dans le coffre de la voiture. Et on est vraiment dans le domaine du placement plaisir. Voilà ce que disait Stéphane. D'où le petit lapsus sur la marque de voiture. Évidemment, ça sera un week-end sympa en tout cas, mais on verra, on accompagnera. Bon alors vous, alors je vais être un peu provocateur justement parce que je vais rebondir sur la partie un peu blockchain et crypto dont parlait Christian, et je vais vous prendre un exemple parce que vous savez, moi j'aime bien parler de ce que je connais bien et de ce que je fais. Et depuis plusieurs années, je vous parle d'art contemporain, et je vous parle d'art contemporain au travers d'un artiste avec qui je suis devenu ami depuis plus de 10 ans, qui s'appelle Philippe Chanty, qui est photographe. Pourquoi j'en parle ? Parce que vous avez vu qu'à chaque année, lorsque je parlais d'art contemporain, j'ai fait souvent des parallèles tout simplement entre un investissement en actifs financiers basiques dont on parlait, bourse, obligations, etc., etc., et finalement l'art contemporain qu'on imagine pourtant être une foire complète. Non, parce qu'il existe des cotes, et il existe des degrés de cotes, il existe des niveaux en fait de contrôle, de certification, j'ai envie de dire à la fois de l'authenticité de l'œuvre, ça c'est un fait,
mais surtout du volume du nombre d'œuvres qui existent avec des limites de série. Ça peut être 1, ça peut être 5, ça peut être 7. Et puis ensuite, vous avez la possibilité, quand vous commencez à faire des ventes aux enchères, à rentrer dans des magazines spécialisés comme Arcurial, etc., ben là, vous devenez finalement un actif facilement valorisable. Alors l'art a la valeur que celui qu'on lui donne, mais comme j'ai envie de dire, n'importe quel actif sur lequel on se met d'accord tous les jours sur la bourse. Pourquoi je vous parle de cet artiste-là? Parce qu'au-delà finalement de la prise de valeur qu'il a depuis des années, et moi j'ai été investisseur, donc je suis très à l'aise pour le dire aux auditeurs, il a décidé d'innover, et c'est là où je regarde Christian, puisque là il a fait un truc super, c'est qu'à partir du 15 juin à 15h, va se lancer une œuvre d'art, c'est sa première œuvre, qu'il a transformée en NFT. Et il a fait le lien que je trouve très bien entre cette nouvelle génération d'investisseurs dans l'art et l'ancienne génération que je représente, c'est qu'en plus de ce NFT, je vous fais très simple, qui est un code incraquable qui donnera à la valeur de cette œuvre numérique une authenticité garantie, il crée également, tenez-vous bien, une nouvelle petite œuvre qui est une nouvelle petite carte premium qui est remis à celui qui remporte l'enchère et qui a à la fois donc toujours un code, mais qui garde quand même ce petit objet un peu luxueux, et il y aura toujours l'œuvre initiale qui avait été mise sur le marché il y a 15 ans. Et là où c'est intéressant, c'est que vous faites ça sur OpenSea, qui est une plateforme pour de l'art en NFT. Et ce qui est intéressant, c'est que toute cette série, qui est une série anti-drogue, etc., dont j'avais déjà parlé il y a plusieurs années, vous allez avoir, pour les autres œuvres, pas l'unique première, 7 cartes, parce qu'il y a 7 dimensions d'œuvres, c'est sa touche spéciale à Philippe Chancty. Chaque œuvre est mise à prix à 1,7 Ethereum, parce qu'évidemment, comme c'est de la NFT, c'est en Ethereum, donc c'est pour des clients un petit peu ouverts d'esprit. Et derrière, puisqu'il n'y en a que 7, certains vont en avoir 3, puis d'autres vont en avoir 2, puis il y en a un autre qui va avoir 1. Et là, on retrouve tous les grands super-héros qui sont dans une mise en scène. Ce qui est intéressant, c'est que donc on a la cote d'un artiste déjà mature. Donc c'est pas des NFT d'un type qui a pris en photo son jardin. C'est hyper important. Il y a un objet physique qui va être remis, et derrière il fait appel quand même à ce qui est intéressant, il fait appel à cette nouvelle économie sur laquelle on ne peut pas fermer les yeux. Les collectionneurs de cartes, les collectionneurs de codes. Et donc, à partir du moment où vous en avez 7, si vous n'avez pas les 7, vous n'avez pas la carte. Donc, vous allez avoir envie d'avoir les 7. Ça va faire monter la cote. Il y a une certaine logique, donc je vous invite à vous y intéresser. Parce qu'il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Évidemment, vous mettez 5% de vos actifs, grand maximum, sur Philippe Chancty. Je vous invite 15 juin à 15h. Stéphane Van Nuffel et Net Investissement. Christian Fontaine est le revenu. Ils seront de retour tous les deux pour répondre à toutes vos questions.